Je voudrais remercier les associations Armand et Opium Philosophie pour cette invitation. Alors, je ne suis pas du tout philosophe, vous le savez, je suis sociologue et un peu aussi politiste. Et donc, étant donné que néanmoins le thème de la journée, c'est la philosophie en temps de guerre, je voudrais juste préciser que je mets en question la dichotomie guerre-paix. Qui nie en fait le désordre de la vie sociale et politique, qui privatise et dépolitise l'insécurité de genre. La paix, comme dit une autrice féministe spécialiste en relations internationales, la paix est une notion ontologiquement suspecte car inconcevable sans la guerre. La question que je me pose effectivement est de savoir si les femmes sont en sécurité en temps de paix, et ma réponse est bien évidemment non, c'est négatif, c'est non. Il suffit de regarder un pays comme la France qui est en paix, et pourtant tous les ans il y a 107 femmes en moyenne qui sont tuées, ce qu'on appelle le féminicide, par leur conjoint, ex-conjoint, etc. Ce chiffre, je n'ai pas de chiffre pour l'Afghanistan, mais pour l'Iran, ce chiffre avoisine 300 femmes par an environ. Donc vous voyez bien que qu'on soit en paix ou en guerre, les femmes ne sont pas en paix. D'un autre côté, je voudrais insister sur le continuum de la violence, l'articulation entre effectivement la violence à l'échelle familiale, nationale et internationale. Ceci étant dit, je ne suis pas d'accord non plus avec, vous voyez, aujourd'hui je suis d'accord avec personne, je ne suis pas d'accord non plus avec les militantes, un certain nombre de militantes féministes qui comparent la situation des femmes en Afghanistan d'aujourd'hui sous les talibans et la situation des femmes iraniennes aujourd'hui sous le régime islamique, en les appelant l'apartheid sexuel. Je pense que si on peut effectivement parler de l'apartheid sexuel sous le régime des talibans, qui, vous le savez, et Dr Jean Boz l'a très bien expliqué, ne peuvent même pas aller à l'école, ne peuvent plus travailler, etc., en Iran, ce n'est pas le cas. Je ne veux pas dire qu'un certain nombre de clergés n'ont pas essayé, n'ont pas tenté d'empêcher les femmes d'accéder au travail et à l'éducation, mais le fait est que la majorité des étudiantes, des étudiants dans les universités iraniennes sont des étudiantes. Elles sont aussi majoritaires dans un certain nombre de spécialités comme la médecine, comme la biologie, etc., etc. Donc je ne vais pas entrer dans les détails. En tout cas, elle travaille aussi dans l'administration et ailleurs, dans les universités, dans les usines, etc. Alors, je tiens à dire aussi que je n'ai pas, malheureusement, fait des études de terrain en Afghanistan. Donc, ce que je vous raconte sur l'Afghanistan, c'est issu de mes, bien sûr, études, mais également des discussions que j'ai pu avoir avec un certain nombre de militants et militantes des droits des femmes et droits humains en Afghanistan. En Iran, par contre, j'ai fait beaucoup de recherches de terrain. Alors, l'histoire des 46 dernières années en Afghanistan est émaillée de conflits, de guerres, d'invasions des armées étrangères, d'abord soviétiques. Ça a été dit, Dr Jambaz l'a précisé en 1960, fin 18, début 19. Ensuite, l'invasion de l'armée américaine, plus tard, en 2001. Les conflits, bien sûr, ont continué aussi sous les Moudjahidines, qui sont arrivés au pouvoir en 1992, mais il y a eu tellement de conflits entre les Moudjahidines eux-mêmes que ça a créé énormément d'insécurité, en particulier pour les femmes, et raison pour laquelle, lorsque les talibans arrivent au pouvoir en 2001, il n'y a pas eu beaucoup de résistance au sein de la société afghane. Puis, sous les pouvoirs des Moudjahidines, bien sûr, les femmes pouvaient travailler, pouvaient aussi, bien sûr, aller à l'école, etc., mais étaient très gênées, en particulier les femmes appartenant à diverses ethnicités dans ce pays. Deux mots sur l'indépendance de l'Afghanistan en 1919. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu beaucoup de réformes qui ont été effectivement entamées en Afghanistan sous le roi Amanullah Khan et sa femme, la reine Soraya, qui étaient des réformistes. Alors, dans les années 1920, il ne faut pas oublier, il y avait le même processus à la fois en Afghanistan, en Iran et aussi en Turquie, sous Kemal Atatürk, et en Iran sous Reza Shah.
Mais en Afghanistan, par exemple, les droits politiques sont accordés aux femmes, l'âge minimal au mariage a été augmenté à 18 ans, et tout ça venu bien évidemment du haut. Et donc, lorsque Amanullah Khan a été obligé par la force des justement religieux obscurantistes de céder le pouvoir, les réformes, on le sait, sont abandonnées. Mais sous le règne de Zahir Shah, donc le roi Zahir Shah, graduellement les femmes obtiennent des droits et effectivement commencent à travailler aussi dans différentes professions, y compris juridiques. Et en 1943, par exemple, il y a un certain nombre de militantes qui elles-mêmes aussi fondent leurs journaux et leur association. Parce qu'auparavant, c'est la reine Soraya, dans les années 1920, qui avait fondé la première école pour filles et aussi le premier journal pour femmes. Sous Daoud, alors je passe vraiment très vite, vous connaissez l'histoire de l'Afghanistan, donc durant le règne de président Daoud Khan, de 73 jusqu'en 78, les femmes participent aux activités de la société. Alors de quelles femmes on parle à la fois en Afghanistan et en Iran? Je l'ai précisé, ce sont des militantes, et les militantes dans les deux cas sont issues des classes moyennes, des grandes villes éduquées, et donc on ne parle pas de toutes les femmes. Dans les mêmes périodes, il y a bien sûr des réformes aussi en Iran qui ont été entamées, mais la plupart de la population, tant en Afghanistan qu'en Iran, à cette époque-là, jusqu'aux années 70 pour l'Iran, et aujourd'hui c'est aussi le cas en Afghanistan, sont rurales, la population rurale, les femmes sont analphabètes, voire même les hommes très peu alphabétisés en milieu rural. Donc en fait, on parle de toutes ces réformes et leur impact sur une minorité infime des femmes. Puis, ça a été dit, qu'est-ce qui se passe en 1978? L'armée soviétique, l'armée rouge, envahit l'Afghanistan, et en même temps, c'est un gouvernement de gauche communiste qui arrive, Talaki, qui arrive en même temps au pouvoir en Afghanistan. Alors, c'est très paradoxal parce que pour la première fois, les femmes en Afghanistan obtiennent les droits égaux avec les hommes. Sous quoi? Sous ce gouvernement communiste, mais sous l'occupation soviétique. Donc bien évidemment que ça ne pouvait pas être accepté et intériorisé par la majorité écrasante, en tout cas de la société afghane. Et c'est connu que les Afghans n'acceptent jamais l'envahisseur. Donc il y a eu effectivement énormément de mobilisation de ce qu'on appelle les Moudjahidines contre cette invasion soviétique. Alors, à cette époque-là, le gouvernement de gauche envoie des enseignants-enseignantes dans les villages pour apprendre à lire et à écrire, notamment aux femmes, aussi aux garçons, aux jeunes filles et garçons. Beaucoup ont été tués justement parce que les villageois les considéraient comme des impies étant communistes. Ce que je veux dire par là, c'est que les réformes par le haut n'arrivent pas à pénétrer dans les profondeurs effectivement des sociétés, ceci aussi bien pour l'Afghanistan que pour l'Iran. Pour la période de Moudjahidine 92-96, je l'ai déjà dit, les femmes effectivement ont accès à l'éducation, accès au travail, même avec certaines restrictions, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'insécurité, et finalement, il y a tellement de conflits entre les Moudjahidines eux-mêmes que les talibans arrivent au pouvoir en 1996 et ils restent jusqu'en 2001. Pendant les talibans, vous le savez, les femmes sont opprimées, elles perdent le droit à l'éducation et aussi au travail. Et le mariage forcé est encouragé, le mariage précoce est encouragé, etc., etc. Et même les médecins et les sages-femmes peuvent travailler, certes, mais en portant la burqa ou le tchadri. Mais
ce que j'ai beaucoup constaté à ce moment-là en Afghanistan, on peut trouver des traces, c'est qu'il y avait une solidarité entre les femmes absolument importante. C'est-à-dire que, par exemple, les enseignantes qui ne pouvaient plus enseigner continuaient à enseigner en cachette, au risque de leur vie, à des petites filles. Et donc, par exemple, les médecins, etc., aidaient des femmes. Donc, il y avait une solidarité qui n'était pas monétarisée. C'était une solidarité féminine. Mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas malheureusement à l'heure actuelle, c'est-à-dire lorsqu'en 2001, l'armée américaine envahit l'Afghanistan, vous connaissez l'attaque des Twin Towers par Al-Qaïda, etc., qui était en Afghanistan, eh bien, il y a effectivement un certain nombre de droits qui sont octroyés aux femmes en Afghanistan. Par exemple, il y a un quota pour la représentation politique des femmes, un tiers de Parlement, bien sûr, droit à l'éducation et au travail. Et il y a énormément aussi d'écoles privées, d'universités privées, etc., qui ouvrent leurs portes en Afghanistan. Il y a des médias, il y a des journaux de femmes et il y a beaucoup d'ONG de femmes. Il y a le ministère, bien sûr, de l'éducation féminine, tout ça, mais sous l'occupation américaine, je constate une solidarité féminine monétarisée. C'est-à-dire que ce processus d'ONGisation, alors c'est un processus ONGisation, attention, ce n'est pas contre telle ou telle ONG, mais c'est un processus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on dépolitise les mouvements des femmes, on dépolitise les actions des femmes, on professionnalise les militantes des droits des femmes et on hiérarchise aussi, enfin elles sont hiérarchisées au sein même des ONG. Et on travaille sur projet. Et qui finance des projets? Ce sont des bailleurs de fonds, bien évidemment. Et afin que vous puissiez travailler, eh bien, cette année, il faut travailler sur, par exemple, la problématique de violence. On se fait effectivement financer, puis l'année prochaine, c'est l'éducation, et l'année d'après, c'est encore autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seules les ONG qui sont anglophones, qui sont insérées, et ça, pas seulement pour l'Afghanistan, c'est un phénomène mondial, et qui sont insérés dans les réseaux internationaux, qui peuvent obtenir ce genre de projet, ce genre de financement. Et donc, tout est monétarisé. De sorte que, néanmoins, si vous regardez des milliards de dollars, 825 milliards de dollars ont été dépensés pour l'Afghanistan pendant ces temps-là, dont plusieurs dizaines de milliards de dollars, on le sait, pour les ONG de toutes sortes. Je n'ai pas le temps, mais j'ai aussi des amis qui ont travaillé pour les organisations internationales en Afghanistan, qui ont obtenu des salaires mirobolants sous prétexte d'aider les enfants et les femmes afghanes, mais pendant ce temps, il et elle avaient des gardes-corps, etc., mais pendant ce temps, mortalité infantile en Afghanistan, je vous donne les chiffres de 2020, c'est-à-dire on est toujours sous la République, c'était parmi les plus élevés au monde. Mortalité infantile, 55 par 1000. À titre de comparaison, l'Iran, en même année, c'était 13 par 1000. Le taux de mortalité maternelle en Afghanistan était aussi parmi les plus élevés au monde. 638 femmes décédées pour 100 000 naissances viables, contre 16 en Iran et 8 en France dans ces années-là. Donc, bien évidemment, l'arrivée au pouvoir, retour au pouvoir de l'Afghanistan, ça, vous êtes là et vous pouvez, parce que je pose des questions. Pourquoi, en 2021, il n'y a pas eu beaucoup de résistance face au retour des talibans en Afghanistan? C'est vrai qu'ils se sont entendus avec les Américains et les Qataris et les autres bailleurs de fonds, mais pourquoi la population afghane n'a pas résisté? Il faut poser ces questions et essayer de répondre à ces questions-là. Donc, les femmes, une fois de plus, subissent les conséquences, c'est-à-dire que les talibans tentent de faire disparaître les femmes de l'espace public, tout simplement. Elles ne peuvent plus aller à l'école, elles ne peuvent plus travailler, et même la formation, vous le savez, des sages-femmes
est interdite. Et on a bien vu, malheureusement, récemment, il y a eu des cas de tremblement de terre en Afghanistan, et voilà, les femmes, il n'y a plus personne pour aider les femmes qui sont malades ou qui ont besoin de... et même, bien évidemment, le taux de mortalité maternelle, infantile, qui augmente. Alors, donc, la violence du pouvoir contre les femmes a augmenté, mais lorsque quelques militantes afghanes osent, ou je dois peut-être dire oser, manifester dans la rue pour obtenir leurs droits, elles n'étaient pas, en tout cas moi je n'ai pas vu, elles n'étaient pas soutenues par des hommes. Où sont les hommes afghans? En ce qui concerne l'Iran, très rapidement, les Iraniennes ont, vous le savez peut-être, participé dès 1905 à des mouvements sociaux, à commencer par la révolution constitutionnelle, qui est la première révolution au Moyen-Orient. Et avant même la révolution, elles avaient déjà elles-mêmes, quelques femmes d'origine aisée et citadine, avaient bien sûr créé leur association pour défendre les droits des femmes, les droits sociaux, civiques et aussi politiques. Elles participent à la révolution constitutionnelle et une quarantaine sera tuée selon les observateurs occidentaux à l'époque. Elles fondent la première école pour filles en 1903. Donc elles n'ont pas attendu le gouvernement ou les réformistes, mais elles-mêmes, elles commencent à le faire. Elles aussi, 1910, c'est le premier journal pour femmes qui est aussi créé par une femme et pour des femmes. Lorsque l'équivalent de Amanullah Khan arrive en Iran au pouvoir, Reza Shah, le père du Shah d'Iran, en 1924 et puis en 1925, il devient roi, eh bien, la seule chose qu'il fait, qui, à mon sens, est positive pour les femmes, c'est qu'il réponde aux exigences des femmes constitutionnalistes et crée des écoles pour filles dans les milieux urbains, là encore, et les filles accèdent à l'école et en 1936, avec l'Université de Téhéran, accèdent aussi à l'enseignement supérieur et vont travailler, etc. Mais en 1936, le port du voile est rendu interdit en Iran, alors que le code civil iranien, qui était calqué sur les lois islamiques, n'a pas été changé. Donc vous voyez un peu la contradiction, c'est-à-dire que les femmes restent inférieures, restent sous la tutelle des hommes, sous l'autorité des hommes, mais juste on leur dit, bon, maintenant vous enlevez le port le voile, pardon. En tout cas, elles continuent à participer et à revendiquer. Et lorsque Reza Shah est obligé à abdiquer parce qu'il était considéré comme trop proche de l'Allemagne hitlérienne de l'époque, eh bien, il y a énormément, à niveau de partis politiques en Iran, il y a une période de liberté qui n'a pas duré longtemps, mais certes, et des femmes commencent à s'organiser, des militants des droits des femmes et des partis politiques de toutes sortes. Et il y a des femmes qui imposent, par exemple, un certain nombre de droits dans les lois, droits de femmes. Le gouvernement démocratique de Mohammad Mossadegh, qui avait osé nationaliser le pétrole iranien et qui était lui-même d'accord pour octroyer des droits politiques aux femmes, mais n'a pas pu le faire parce que les religieux et les conservateurs en avaient été contre, eh bien, est renversé par le premier coup d'État de la CIA au monde, 1953. Suite à ce coup d'État, le Shah d'Iran revient au pouvoir, Mohammad Reza Shah, le fils donc de Reza Shah, et commence à entamer une série de réformes, à mon sens, très positives. Certes, par exemple, l'octroi des droits politiques aux femmes, 1963, et puis 1967, c'est la loi de la protection de la famille qui octroie beaucoup de droits aux femmes, par exemple, droit au divorce, à la garde des enfants après le divorce, et facilite l'accès des femmes à beaucoup d'emplois, comme par exemple dans le judiciaire, mais en même temps, et dans l'armée d'ailleurs, mais en même temps, les lois du Code civil restent très proches des lois islamiques. On oublie souvent que même à l'époque du Shah d'Iran,
très occidentalisée, très soutenue par les Américains, eh bien, le droit à l'autorité parentale kefala était toujours le droit des hommes. Les femmes n'avaient pas ce droit-là. Par exemple, les femmes ne pouvaient pas sortir du pays sans l'accord de leur mari, sans autorisation écrite. Concernant la loi successorale, les femmes continuaient, et continuent encore aujourd'hui, à avoir la moitié, à hériter la moitié de la part des hommes. Donc, en fait, on était loin de l'égalité de genre à l'époque aussi du Shah d'Iran. Très rapidement, je ne sais pas combien de temps il me reste. Si vous voulez, les activités autonomes des femmes eh bien, ont été chapeautées, contrôlées par le pouvoir. Et il y avait une seule organisation des femmes d'Iran, qui était dirigée par la sœur jumelle du Shah d'Iran, qui pouvait fonctionner. Donc, tout ça pour vous dire qu'à mon sens, il n'y a pas eu de conscientisation des droits des femmes. Et lorsqu'il y a la révolution, beaucoup de femmes, comme par hasard, participent à cette révolution sans aucune revendication pour les droits des femmes. Mais au lendemain de la victoire de la révolution dite islamique, lorsque le voile est imposé et il y a une régression importante dans les droits des femmes de façon autonome, presque, comment vous dire, directe, il y a plusieurs milliers de femmes qui prennent les rues à Téhéran pour protester contre ces régressions. Alors il se trouve que j'y étais, on était vraiment très ébranlés par ce retournement de discours de Khomeini. Khomeini, le leader de la révolution, qui avait promis l'égalité aux femmes, ou presque égalité, et là il revient complètement à son discours. D'où si vous voulez, les activités contestataires des femmes et les actions tant individuelles que collectives des femmes qui continuent. Pendant la guerre Iran-Irak aussi, le recul des droits des femmes mène un certain nombre de militantes musulmanes à s'engager aux côtés des féministes ou des militantes laïques pour dénoncer les inégalités de genre. Et lorsqu'il y a eu ce mouvement en 2009 de mouvement vert, contre la fraude électorale massive, les femmes sont au devant aussi de la scène contestataire avec ce slogan « Femme égale homme ». Très rapidement, il y a des actions contre le voile obligatoire. Il faut dire qu'en Iran, le port du voile est obligatoire et les actions contre le port obligatoire du voile eh bien, datent, comme je l'ai dit, d'il y a longtemps. Mais en 2017, il y a des filles de Avenue Engelab, c'est-à-dire une jeune femme qui va monter dans l'avenue Engelab et qui enlève son voile en guise de protestation. Pourquoi le voile islamique est si important? Parce que dès le départ, c'est le régime islamique qui a fait du voile islamique le symbole de son pouvoir. Et donc, lorsqu'on ôte son voile en Iran, le voile obligatoire, ça veut dire qu'on montre aussi son opposition contre le régime. Le mouvement MeToo, c'est aussi un moment important. Alors 2020, le mouvement MeToo arrive en Iran. C'est pour moi un moment où un tabou a été, disons, cassé, comme on dit en persan. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour la première fois, les femmes, de façon individuelle, d'abord collective, grâce aux réseaux sociaux aussi, dénoncent le harcèlement sexuel, dénonce le viol. Et vous savez, si vous regardez le code pénal islamique en vigueur en Iran, il faut être courageuse pour le faire. Pourquoi? Parce que si vous n'arrivez pas à montrer que vous avez été violée, ça sera considéré comme zina, fornication. Et donc la femme sera aussi condamnée à la peine capitale, c'est-à-dire ou lapidation. 2022, toujours autour de la question du voile.
une jeune femme kurde iranienne. Et c'est très important, mouvement Fin Vie Liberté, je vais m'arrêter là, mais mouvement Fin Vie Liberté qui commence en 2022, c'est un mouvement qui inclut pour la première fois les femmes appartenant aux minorités ethniques et religieuses du pays. L'Iran est un pays en majorité chiite, vous le savez. Tout ce que je vous ai raconté jusque-là concernait des femmes perses chiites, mais des femmes sunnites, des femmes kurdes, des femmes balouches, etc., étaient en réalité exclus de tout ce qui se passait au niveau des changements et des militantismes féminins ou féministes. C'est le mouvement Fin Vie Liberté qui inclut l'ensemble de la population féminine et aussi masculine, ma foi. Et en septembre 2022, il y a une jeune femme kurde iranienne qui a été assassinée par la police des mœurs pour avoir mal porté son voile. Et 2 semaines plus tard, il y a une jeune fille balouche qui a été violée par le chef de la police de sa ville au Baloutchistan. Et donc tout ça provoque d'importantes manifestations, cette fois-ci contre l'ensemble du régime. Donc il ne s'agit plus de revendiquer les réformes, mais carrément de dire ce régime doit partir, ça ne correspond pas à la majorité de la population. Et donc on voit un nombre croissant de jeunes femmes encore aujourd'hui qui tentent de prendre le contrôle de leur destin à travers aussi des actions performatives. Alors, je paraphrase Michel Foucault pour dire que ces femmes tentent désormais d'être indociles et d'échapper au pouvoir disciplinaire du régime de surveillance. Aussi, elles chantent, malgré la situation économique et politique très difficile. Pourquoi elles chantent? On se pose la question, pourquoi elles dansent dans la rue? Regardez ce qui se passe en Iran parfois. Eh bien, là, je cite Gilles Deleuze, qui disait, vous voyez que je peux citer aussi quelques philosophes, que le pouvoir exige des corps tristes, le pouvoir a besoin de tristesse parce qu'il peut la dominer, la joie, par conséquent, est résistance. Et donc, une conscientisation issue des pratiques contestataires se fait jour, et donc aux yeux des actrices et acteurs de mouvement Fin Vie Liberté, et il y a beaucoup d'hommes, vous le savez, qui ont soutenu et soutiennent aujourd'hui encore les femmes. La démocratie et la liberté sont étroitement liées à l'égalité de genre, d'ethnicité et de religion, de sexualité et de classe. Et je dirais que les luttes multiformes des femmes continuent tant en Iran qu'en Afghanistan. Merci.